Deuxième partie du débat de France 24. On vote demain en Algérie. 23 millions d'électeurs appelés aux urnes pour désigner leurs députés. Des élections législatives dont l'enjeu principal sera sans doute la participation. Moins d'un électeur sur deux s'était déplacé la fois précédente en 2012. On en parle avec à mes côtés Sami Oussedi, coordinateur général d'Iptikar. C'est une coordination citoyenne pour la reconstruction, initiative pour la reconstruction d'une république démocratique, pluraliste, sociale et ouverte sur le monde. Je précise que vous appelez vous à la non-participation active, ce sont vos mots, à ces élections législatives. Pierre Vermeyren est professeur d'histoire contemporaine à l'université Panthéon-Sorbonne, spécialiste du Maghreb et auteur du choc des décolonisations de la guerre d'Algérie au printemps arabe aux éditions Odile Jacob. Également avec nous, Naoufel Brahimi El-Mili, politologue, auteur de France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète, 1962-1992 aux éditions Fayard. Et puis enfin, en direct d'Alger, Hassan Moali, directeur de la rédaction du journal Le Temps d'Algérie. Sami Oussedi, on y revient. La question de la participation qui est un enjeu important. Je rappelle les chiffres, 35% en 2007, 43% en 2012. Vous nous avez dit dans la première partie de cette émission que vous estimez d'ailleurs que ces chiffres étaient disons, gonflés par le pouvoir en place. Pour le pouvoir, justement, la légitimité, elle passe par un regain de participation. Ce serait important de voir ces chiffres remonter cette fois-ci. Tout à fait, pour une raison essentielle, c'est que la situation économique en Algérie va être extrêmement compliquée dans les 2 ans qui arrivent. Et il va y avoir, je dirais, une conjonction de 2 dates, l'élection présidentielle et, je dirais, les problèmes économiques dus à la chute des prix du gaz et du pétrole et, je dirais, aussi la baisse historique de la vente du pétrole algérien et du gaz. Donc tout ça va être dans une conjonction où je dirais aujourd'hui, le gouvernement, et au-delà du gouvernement, je dirais le pouvoir, puisqu'il s'agit plus du pouvoir que du gouvernement, il va avoir besoin aussi vis-à-vis, je dirais, de l'extérieur, de l'opinion internationale, parce que nous sommes déjà, aujourd'hui, nous avons débuté de nous réendetter. Donc on va repartir sur le marché de l'endettement. J'avais écrit ça en 2014 lorsque le baril était déjà à 120 €, et à l'AG, on me disait, on sera très loin de ça. Or, nous y sommes. Oui. Nous y sommes. Et cette recrédibilisation aux yeux de l'international va être importante parce qu'effectivement, il est plus facile d'emprunter, je dirais, en se prétendant un pays démocratique, ou en tout cas un régime démocratique, et ça va aider à cela, entre autres. Oui, 60% pour l'info, 60% du budget de l'État qui provient de ces recettes pétrolières. C'est dire à quel point, bien sûr, on compte sur les revenus en provenance du pétrole et on espère peut-être dans la diversification à terme de l'économie. En tout cas, pour revenir vraiment sur cette participation et montrer à quel point c'est important pour le pouvoir, le président Abdelaziz Bouteflika a appelé les Algériens à se mobiliser pour contribuer, dit-il, à la stabilité du pays dans un communiqué lu par la ministre de la Poste, des Technologies, de l'Information et des Communications. Voilà ce qu'il disait, ce choix qui sera respecté, sera le vôtre, libre et en concordance avec vos convictions politiques, mais dans le même temps, votre participation à ce scrutin sera votre contribution personnelle à la stabilité du pays, à la progression de la démocratie dont vous êtes la source et au développement de notre patrie, l'Algérie, à laquelle nul parmi nous n'a de patrie de rechange. Et puis, une déclaration doublée d'un appel du Premier ministre Abdelmalek Sellal aux femmes, appel à battre leurs maris qui refusent d'aller voter. Derrière chaque homme, il y a une femme. Si la femme est bien, l'homme est bien. Et si la femme n'est pas bien, l'homme ne vaut rien. Je vous lance cet appel pour que vous soyez puissantes le jour de l'élection. Il est obligatoire de voter. Il faut réveiller vos maris pour qu'ils aillent voter sans même prendre un café. Et s'ils ne votent pas, frappez-le. Alors ça fait beaucoup rire, ça vous fait beaucoup rire aussi, Naoufel Brahimi El-Mili. Ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, en Algérie et ailleurs. Ce qui me fait rire surtout, c'est son coutumier humour involontaire. Est-ce que vous pensez que c'était du premier degré pour lui? Il était sérieux? Non, enfin, ça, il voyait bien quand même la déclaration en elle-même. Il a fait pire. Pour moi, la question de fond, bien sûr, la participation est un signe fondamental. Mais ensuite, la question qui se pose, c'est l'Assemblée nationale. On oublie qu'en 2008, la nouvelle Constitution a réduit les pouvoirs de l'Assemblée nationale.
avant 2008, il y avait un chef du gouvernement qui était responsable devant les députés. La Constitution a changé, il est Premier ministre et les députés n'ont plus leur mot à dire. Donc, ce qui fait le passage de chef du gouvernement à Premier ministre, on a un Premier ministre qui fait des discours, parfois des blagues, et son seul pouvoir, c'est de signer les RTT de ses ministres. On revient à la conception chef du personnel, qui n'existe plus. Oui. Donc, nous sommes dans cette nouvelle configuration. Et ensuite, je veux dire, bon, là, je me prononce personnellement. Oui. L'abstention, le boycott, je ne suis pas favorable. On connaît tous quelqu'un de sympathique qui est candidat, pourquoi ne pas voter pour lui? C'est une façon de dépolitiser. Et on revient sur les liens informels, qui est l'un des tissus principaux de la société algérienne. Voilà le message que je veux dire. Et aussi pour ce Premier ministre, oui. On peut faire un best-of. Et comme je crois que c'est une journaliste française qui l'a situé entre De Gaulle et Coluche. Bon, c'est peut-être pas mal finalement. Vous citez quand même deux grands noms de l'histoire de France. Un dirigeant évidemment sans doute sans égal, en tout cas au XXe siècle. Voilà. Et puis un grand nom de l'esprit comique français. La question est de savoir où est-ce qu'on met le curseur. Oui. Il y a ça aussi. Oui. Hein. Vous savez, il y a eu Ça ressemble à Michel Charasse, hein, le mélange. Il y a eu une anecdote qui n'en est pas vraiment une à propos des femmes en Algérie pendant la campagne électorale. C'est l'autorisation qui a été donnée, si j'ai bien compris, par les autorités, qu'un parti, une formation islamiste, placarde des affiches de candidates, puisque 30% des candidatures doivent être des femmes au minimum, sans visage, puisque... au nom de je ne sais quel principe religieux qui a été inventé pour la circonstance, les électeurs ne pourraient pas voir le visage d'une femme. Donc vous voyez... Donc il n'y a pas de représentation de visage féminin. Des visages floutés. D'élus, en tout cas. Donc c'est quand même, là, si vous voulez, c'est pas drôle, vous voyez. Pourtant, c'est vrai. Oui. Ça s'est vu en Égypte, Morsi. Oui. Voilà, ça s'est déjà vu en Égypte. Ils ont mis une fleur à la place du visage de la femme. Sami Oussedik, ça montre aussi la capacité du FN à être un mouvement finalement attrape-tout qui arrive à canaliser et catalyser aussi les différents mouvements. Ce qui a été dit est très intéressant. Disons, on ne va pas parler de politique. Mais je suis désolé, c'est un gros souci. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'une des définitions de la politique, c'est gérer les antagonismes de façon pacifique dans une société. Si vous enlevez la politique, c'est la violence qui les gérera. Et aujourd'hui, je dirais, souvent, lorsqu'on parle d'Algérie, on dit qu'il y a un gros problème économique. Mais le verrou, il n'est pas économique, il est d'abord politique. De mon point de vue, il faut éviter l'économisme. Il faut véritablement arriver, et c'est ce que nous efforçons de faire, le mouvement Iptikar, à construire un projet. Aujourd'hui, toute la classe politique, dans les débats, dans leurs programmes, il n'y a pas d'avenir. Or, aujourd'hui, si nous ne pouvons pas prévoir un avenir pour nos enfants n'ont que deux solutions aujourd'hui. Un, devenir ce qu'on appelle des haragas, traverser la Méditerranée et bien souvent y mourir, ou deuxièmement, être dans des petits commerces illicites. Vous croyez qu'on construit une nation à partir de ce genre d'avenir? Et là, nous sommes tous coupables. Alors, surtout, n'éliminons pas la politique du débat. Et la moitié de la population algérienne a moins de 30 ans. Le taux de chômage, un jeune sur trois est au chômage en Algérie. Vous permettez? Oui. 21 millions des 41 millions d'Algériens sont nés à partir de 90, à partir de la guerre civile. Oui. Ça veut dire qu'on est une Algérie nouvelle qui échappe au radar de la politique. Et l'enjeu, c'est de ramener tout cela dans un champ, je dirais, politique. Je voudrais qu'on voit un tweet par rapport à ce que vous nous disiez à l'instant, les visages de certaines de ces candidates, de toutes ces candidates d'ailleurs, gommés des affiches. Voilà, pendant ce temps, en Algérie, on tolère que tu sois candidate aux législatives, mais en gommant ton visage de l'affiche. On a retrouvé Hassan Moali avec nous en direct d'Alger, directeur de la rédaction du journal Le Temps d'Algérie. Hassan Moali, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais on a passé cet extrait que vous avez sans doute vous-même écouté, celui d'Abdelmalek Sellal qui appelle les femmes à battre leur mari pour les inciter à aller vers les bureaux de vote. Il faut prendre ça avec le sourire. Ça a fait réagir en Algérie. On prend ça comment?
Oui, effectivement. Lui, il est connu pour ses blagues et son humour, mais sur ce coup-là, il s'est un peu raté. C'est de l'humour noir un petit peu. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça a fait le buzz. Tout le monde en parle. Mais connaissant le monsieur Sellal, il a l'habitude. À chacune de ses sorties, il lâche des boutades, des petits mots comme ça, et ça fait le buzz. Sur l'absence, Hassan Moali, ça c'est évidemment une autre question de représentation de visage féminin pour mettre un visage en fait sur ces futurs élus, en tout cas celles qui se présentent au suffrage. Est-ce que ça crée la polémique, ça crée un malaise? Ah oui, je suis totalement d'accord. Effectivement, tout le monde a condamné ça, y compris la haute instance de surveillance des élections. Ils ont verbalisé tout de suite tous les partis qui étaient coupables d'une telle ineptie, parce que c'en est une. Et après, ça a été réparé. Bien sûr, ça a soulevé vraiment le lire de tout le monde, journalistes, classe politique, tout le monde. Il y avait même certaines candidates des partis laïcs dont on a mis des masques comme ça. Mais finalement, c'était pas volontaire. Même, je parle du Front des Forces Socialistes, le plus vieux parti d'opposition. Justement, dans l'une de ces listes à Borj Bouharidj, une wilaya de l'est du pays, dans sa liste, il y avait 3 femmes dont on ne voyait pas le visage. Mais finalement, c'était une erreur qui n'avait absolument rien à voir avec le parti. Le parti a publié un communiqué en dénonçant cette pratique, et ça a été réparé. C'est la première fois que ça arrive en Algérie, et tout le monde, je vous assure que tout le monde a condamné ce procédé, parce que nous estimons tous que nous avons quand même dépassé le traumatisme des années 90. Donc, il n'est absolument pas permis de recourir à ce genre de pratiques qui n'honorent pas la démocratie algérienne, même si c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à apprendre en termes de démocratisation. Et si vous permettez, j'aurais aimé dire un petit mot sur la pratique politique en Algérie. Je pense que le souci majeur, c'est d'avoir dépolitisé l'Algérien. Les Algériens, on est arrivé à un moment où pratiquer la politique, c'est devenu, c'est comme si c'était interdit. On a diabolisé la pratique politique. On dit souvent aux gens, dès qu'il y a une marche, il y a une manifestation publique, on les accuse de faire de la politique. Mais finalement, la politique, elle est partout. Quand il y a une grève des vétérinaires, quand il y a un mouvement social dans l'éducation nationale ou ailleurs, c'est de la politique. Tout ça, c'est de la politique. Donc, en Algérie, on a malheureusement cette manie à étiqueter les gens, les accuser, entre guillemets, de faire de la politique. Et on est arrivé maintenant à complètement faire détester aux gens la pratique politique. Et maintenant, on arrive à des élections, on se pose la question, est-ce que les gens vont voter ou pas? Voilà un peu le drame. C'est un peu un boomerang qui nous explose à la figure. On se retrouve avec une société qu'on a aidé à se dépolitiser, à se détacher de la politique. Voilà le vrai problème. Donc, je pense que ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est de réhabiliter la pratique politique, réhabiliter le politique dans ce pays, dans les universités, partout. Il faut ouvrir les espaces d'expression, libérer les énergies pour que les Algériens puissent se parler entre eux. Je ne pense pas qu'on a un problème de religion dans ce pays. Oui. Je ne pense pas que c'est vrai qu'il y a une religiosité dans le pays, mais l'hypothèque islamiste, je pense qu'elle est définitivement levée. Naoufik Brahimi El-Mili, cette dépolitisation, on a peur de faire de la politique en Algérie, on a peur d'afficher ses opinions? Non, je pense qu'il y a surtout un désintérêt. Ou un désintérêt, oui, c'est ça? Il y a un désintérêt et aussi ce phénomène de génération, puisque si on voit la pyramide d'âge, presque la moitié de la population est née après 88. C'est-à-dire là où il y a eu les émeutes, ensuite la décennie noire. Donc, nous avons des jeunes qui ont associé politique et violence. Répression, violence, voilà. Donc, depuis 88 jusqu'à décennie noire, ça fait c'est presque structurant. Oui. Donc, et au-delà du discrédit habituel qu'on voit partout sur la chose politique, sur les hommes et les femmes politiques, ça fait beaucoup. Mais on a une génération, bientôt 2 générations, où la politique est associée à la violence. Pierre Vermeren, c'est ça, en gros, c'est l'héritage de la guerre civile qui aujourd'hui détourne beaucoup d'électeurs. On a dit la moitié de la population, moins de 30 ans, détourne tous ces électeurs des urnes. Non, je crois que la guerre civile, la page a été tournée dramatiquement. Il y a un sentiment, si vous voulez, il y a 2 sentiments. Il y a un sentiment d'impuissance complet, impuissance qui provoque de l'humiliation,
du ressentiment, mais surtout beaucoup de ressentiment vis-à-vis des élus, d'une classe politique qui est jugée corrompue. Alors évidemment, c'est pas qu'un phénomène algérien, mais ce sentiment, il est très puissant et il entraîne un éloignement, un dégoût vis-à-vis. Et il n'y a aucun bulletin de vote qui semble aujourd'hui être une alternative possible? Quel programme ? Vous voyez, le problème, c'est que pour avoir une alternative, il faut des alliances politiques, il faut un programme. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que les partis ont été cassés pendant très longtemps, sont sortis en lambeaux de la dictature, ensuite de la guerre civile. Et c'est compliqué. Les militants, on voit bien, même dans les pays démocratiques, c'est très dur de faire vivre des partis. Donc, dans un parti militaire, dans un régime militaire, avec des problèmes sociaux et religieux extrêmement complexes, c'est presque impossible. Et du coup, voter pour qui ? Les gens s'éloignent, ne votent pas. Mais par contre, la culture du ressentiment, de l'humiliation, elle mijote. Et c'est très dangereux, évidemment. Sami Oussedi, comment vous interprétez-vous l'absence d'Ali Benflis? C'était lui qui était opposé à Abdelaziz Bouteflika lors de la précédente élection présidentielle en 2014, après avoir été son Premier ministre. D'abord, il y a la loi électorale dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui aujourd'hui, pour être candidat, un parti pour qu'il y ait des candidats, il faut qu'il y ait eu déjà 4% aux élections passées. Le parti de M. Benflis n'existait pas en 2012. Et il faut, pour chaque candidat, 250 signatures de citoyens. Or, le citoyen demande de lui tout ce que vous voulez, sauf une adhésion politique. Donc tout ça, déjà, a rétréci le champ des possibles en termes. Et puis, il y a un positionnement de M. Benflis qui est aussi sur la non-participation. Et M. Benflis, aujourd'hui, est une force politique importante, il faut le dire, en Algérie, qui a une stratégie de regroupement de l'opposition, parce que ce dont on ne parle pas aujourd'hui, et je le comprends très bien, c'est the day after, le jour d'après. Le jour d'après, parce que nous avons, après une période de 2 ans, et je dirais l'enjeu est là pour nous. C'est aujourd'hui, ce que j'essaye de faire avec d'autres, pouvoir coaliser, mais des coalisations positives sur des projets. Pour bien vous comprendre, c'est l'impensé de la politique algérienne, c'est un peu le tabou aujourd'hui, c'est la santé d'Abdelaziz Bouteflika et la question de la relève et de la succession. Ah mais bien sûr, tout le monde y pense, personne n'en parle. Oui. C'est très très compliqué, c'est véritablement une chape de plomb sur ça. Je veux dire, on a aujourd'hui, et volontairement, on ne parle jamais de l'avenir. Parce tout le monde a peur de l'avenir. Et ça, ce qui permet effectivement d'avoir ce mot d'ordre qui aujourd'hui est murmuré aux oreilles, c'est nous ou le chaos. Et j'ai bien peur que ça soit peut-être le chaos et eux. C'est véritablement quelque chose. Parce que cet avenir, si nous le préparons pas, si nous n'avons pas un projet de société à présenter, et d'autres, nous ne pèserons pas dans le rapport de force qu'il va y avoir. Alors, je ne me fais pas d'illusions, mais je pense qu'il faut toujours donner une chance à l'avenir. Naoufel Brahimi El Milif, c'est ça aujourd'hui véritablement le véritable enjeu au-delà du scrutin de demain, c'est préparer l'avenir, essayer de savoir qui au pluriel peuvent incarner les alternatives possibles demain. Plus généralement, tous les partis politiques, les hommes et les femmes politiques ont un programme et non pas de projet. Chaque responsable politique a un programme, tant de logements, ceci, il n'y a pas de projet. La difficulté... Quelle est la stratégie des uns et des autres au FLN? On cherche à trouver un successeur possible. Du côté de l'opposition islamiste, on attend de cueillir le pouvoir comme un fruit mûr. Pour le moment, c'est la gestion du non-dit. Personne n'annonce de stratégie. Et on a même vu certains évoquer ce qui est permis par la Constitution, un 5e mandat. Oui. Donc, à force d'en parler, c'est une gestion du non-dit. Et comment dirais-je? Et le plan B serait, selon moi, faire un projet politique et pas un programme chiffré. Comment se fait-il, Pierre Vermeyren, qu'aucun successeur n'émerge à Abdelaziz Bouteflika, qui, il faut le rappeler, quand même, a participé à cette guerre d'indépendance? C'est quand même quelqu'un qui fait partie de l'histoire de l'Algérie et dont on se doute bien qu'à un moment ou à un autre, il faudra lui trouver un successeur. La question va se poser de manière inévitable. Mais écoutez, c'est pas un débat public, vous comprenez bien. Oui. C'est les présidents de l'Algérie, d'ailleurs, d'une manière générale, ils ont été désignés par les élections, mais avant les élections, il y avait un consensus qui s'était établi. Comment voulez-vous que s'établisse un consensus? Peut-être qu'un consensus s'est établi dans certains milieux d'Algérie, mais c'est pas un débat public. Oui. Les Algériens spéculent, les étrangers spéculent, la diplomatie internationale spécule. Mais tant que le président
Bouteflika est vivant et en plus de surcroît ne s'exprime pas lui-même, il pourrait... il n'a pas désigné de successeur. Donc, vous savez, le secret, c'est le pouvoir. Donc, tant que vous êtes dans l'opacité, vous êtes dans le pouvoir et le président Bouteflika gouverne. Et donc, cette question... tout le monde s'interroge. On imagine bien, Hassan Moali avec nous en direct d'Alger, que cette question, même si elle n'est pas ouvertement sur le débat, dans le débat public, beaucoup d'Algériens y pensent forcément, hein. Non, mais c'est clair, le rendez-vous politique de 2019, tout le monde y pense. Et surtout, bien sûr, le pouvoir, les partis du pouvoir, le FLN et le RND, et quelques petits partis satellites qui s'arriment au pouvoir. Bien sûr, c'est une répétition générale un petit peu de l'élection présidentielle de 2019. J'imagine il doit y avoir un plan A et un plan B. Il y a des personnalités comme ça, des noms qui sont cités, mais on ne sait jamais. On est à 2 ans de la présidentielle, on ne sait jamais ce qui va se passer. Comme ça, d'apparence, on parle de M. Sellal, l'actuel Premier ministre, et l'ancien chef du gouvernement, Ahmed Ouyaya, mais on ne sait pas vraiment est-ce que ce sont de potentiels candidats ou alors, à la dernière minute, il va y avoir une autre personnalité qui sera adoubée par le pouvoir, qui va faire un peu consensus au sein des centres de décision. Mais c'est clair que le candidat pour 2019 ne doit pas échapper à l'appareil du FLN, aux appareils du FLN et du RND. Ce sont ces deux forces politiques qui sont les béquilles politiques du pouvoir par excellence, qui vont adouber cette personnalité. Et même les partis d'opposition, naturellement, ils savent très bien que ça commence dès maintenant. Ça commence l'élection présidentielle commence dès maintenant. Donc chacun essaye un petit peu, soit de s'en rapprocher pour éventuellement peser. Je parle naturellement du bloc islamiste, le bloc islamiste qui ne cache pas sa volonté de rejoindre le gouvernement. Merci. Il y a l'ancien patron du mouvement de la Société pour la paix. Merci beaucoup Hassan Moali. Malheureusement, la qualité de l'image est en train de devenir assez mauvaise, mais enfin on aura compris en tout cas l'essentiel de votre propos. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct d'Alger. Merci également à Naoufel Brahimi El-Mili, politologue, dont je rappelle le titre de l'ouvrage France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète. Voilà, c'est paru aux éditions Fayard, 1962-1992. Merci également à vous, Sami Oussedik, d'avoir été avec nous, ainsi qu'à Pierre Vermeren. Restez avec nous.